Le 16 septembre 1991, aux alentours de minuit, sous le regard ahuri de centaines de badauds, des policiers de la ville de Hull abattent, dans le secteur des bars de la promenade du Portage, un chien danois rendu furieux par l'arrestation de son maître qui refusait de le tenir en laisse. Ces scènes violentes tournées juste ici par une télévision locale vont faire le tour du monde, renforçant encore une fois l'image négative qu'on se fait de la petite municipalité de l'Ouest du Québec depuis plus d'un siècle. Pour le conseil municipal de l'époque, déjà fortement ennuyé par le carnaval éthylique qui s'empare du centre-ville tous les week-ends, c'est la goutte d'eau, ou plutôt la goutte d'alcool, qui fait déborder la coupe. Quelques jours plus tard, le conseil met en œuvre Tolérance Zéro, une opération policière en vertu de laquelle les forces de l'ordre sont tenues de faire respecter à la lettre les lois et les règlements municipaux. En 1997, l'harmonisation des heures de fermeture de bars entre l'Ontario et la ville de Hull sonne le glas d'un long chapitre de débauche et de plaisirs nocturnes variés qui avait commencé près d'un siècle plus tôt et qui avait conféré à la petite ville de l'Outaouais québécois le titre de capitale nationale du crime. Cette réputation lui vaudra d'ailleurs longtemps le surnom peu enviable de Petit Chicago. Nous allons ensemble remonter le cours du temps et revivre les nombreux événements et soubresauts qui ont marqué cette histoire. Une histoire tantôt épique, tantôt sulfureuse. Nous venons de traverser le pont Alexandra, aussi connu sous le nom de pont interprovincial, qui enjambe la rivière des Outaouais, frontière naturelle entre l'Ontario et le Québec. Nous sommes ici au cœur de la région frontalière la plus populeuse de tout le Canada. En effet, plus d'1 million de personnes s'y côtoient quotidiennement. Cette rivière marque aussi une ligne de démarcation entre deux paysages bien distincts. L'un de plaine, du côté ontarien, l'autre de montagne, de collines, de lacs et de rivières du côté québécois. C'est en raison de ces paysages que l'Outaouais québécois constitue, dès la fin du 19e siècle, un terrain de jeu par excellence pour les activités de plein air des Ontariens les plus fortunés. La rive québécoise accueille aussi une clientèle bien différente, une clientèle attirée par les plaisirs moins bucoliques offerts par les cabarets, boîtes de nuit, maisons de jeux et de prostitution qui deviennent, bien malgré elles, la marque de commerce de la ville de Hull durant près d'un siècle. Au 19e siècle, Hull, c'est une ville du bois. Et qu'est-ce qu'ils font, les bûcherons, quand ils sont de passage à Hull? Ils viennent prendre un coup. Et les gens dans les buvettes, qui savaient très bien que ces bûcherons-là avaient les poches pleines de dollars, on en voulait de ces dollars-là. Hein? La petite ville ouvrière de Hull prend alors pour ses hommes le nom de Happy Town, par opposition à l'austère By Town, nom que porte alors la ville d'Ottawa. Mais on n'est pas encore à une lutte entre les deux côtés de la rivière des Outaouais, parce que jusqu'en 1867, Ottawa et le village de Wrightville, à l'époque qui va devenir Hull, sont quasiment dans la même province parce que c'est l'Union des Canada. C'est en effet le destin, ou si vous préférez la reine Victoria, qui va faire en sorte que la modeste petite ville ouvrière de l'ouest du Québec va se retrouver au 19e siècle face à la capitale nationale du pays, offrant ainsi un contraste saisissant. D'un côté, Ottawa, grande dame, prude et digne, face à Hull, la petite dévergondée. Les lois vont être différentes rapidement entre les deux provinces. Et évidemment, l'une des lois différentes qui gèrent les deux provinces, c'est les lois sur l'alcool. Et très rapidement, là, déjà dans les années 80, 1880, on va traverser du côté de Hull pour prendre un verre. Et qui dit buvette, dit tout ce que les buvettes peuvent apporter, donc aussi prostitution. Cependant, c'est à la faveur d'événements extérieurs à notre région que la ville de Hull va bientôt voir son caractère de lieu accueillant pour les fêtards connaître une soudaine expansion. La fin du 19e siècle marque en effet une montée de la lutte contre l'intempérance en Angleterre, aux États-Unis et dans les provinces anglophones du Canada. Dès le début du siècle, la ville d'Ottawa vote des lois limitant les heures d'ouverture des bars opérant sur son territoire qui, par exemple, doivent fermer dès 19h le samedi soir.
Les effets ne tardent pas à se faire sentir. En 1907, une année seulement après qu'Ottawa eut restreint l'accès à ses débits de boissons, on retrouve à Hull pratiquement 2 fois plus de débit per capita que de l'autre côté de la rivière. C'est là le début d'une tendance qui va marquer fortement l'histoire et l'image de Hull. Tout autant que l'incendie majeur du 25 avril 1900 qui détruisit en quelques heures plus de la moitié de la ville. Au début du siècle, Hull se relève péniblement de ses cendres, mais demeure cependant une ville chaude, autant au sens propre qu'au sens figuré. Parce que déjà en 1912, par exemple, le clergé se plaint à Hull de voir déambuler les prostituées sur la rue principale le dimanche, bien habillées et qui vont faire de l'œil aux clients. En peu de temps, Hull établit sa réputation de paradis du défoulement. C'est un fait avéré connu par tous les voyageurs de commerce et par tous les touristes qui viennent à Ottawa qu'il faut venir à Hull pour vadrouiller. C'est aux abords immédiats des 2 ponts reliant la rive québécoise à la rive ontarienne que se développent les principaux pôles d'attraction des noctambules et autres fêtards, et principalement ici, à la sortie du pont des Chaudières, tout le long et à proximité de la fameuse rue Bridge ou du pont, aujourd'hui connue comme la rue Eddé. On ne peut s'empêcher de noter qu'un siècle plus tard, ce point stratégique de convergence entre les 2 provinces accueille encore des commerces associés à l'alcool et au sexe. Alors là, c'est plein de buvettes. C'est de buvettes, de maisons de jeu et évidemment de maisons de prostitution. Et ça, c'est à cause des travailleurs de la IBAD. Les gens sortent de la IBAD selon leur quart de travail, 8 heures, 4 heures, minuit. Un gars qui n'arrêtait pas dans une taverne ou dans un bordel, dans une maison de jeu, c'était presque un saint. Ville de plaisir malgré elle, Hull voit dès le début du siècle le profil de sa criminalité prendre des contours qui vont rester familiers pour près de 100 ans. Au début des années 1910, le chef de police de Hull établit à 642 le nombre d'arrestations pour l'ensemble du territoire sous sa juridiction. De ces 642 arrestations, on en compte près de 300 pour conduite désordonnée et ivresse, 61 pour avoir fréquenté des maisons de désordre et 50 pour langage insultant. On devrait chasser à coups de bâton cette engeance puante qui vient encanailler notre monde. Hull est le dépotoir d'Ottawa. C'est honorable, vraiment. Ces voix se joignent à celles du clergé hullois et les forces moralisatrices de la ville, derrière lesquelles on retrouve la société de tempérance de Hull, qui prend vraiment son essor à cette époque. On réussit à faire réduire le nombre de débits de boissons de 21 à 15 en 1908. Puis, en 1911, on fait élire un maire, le docteur Urgel Archambault, favorable à la cause des prohibitionnistes. Aussitôt élu, ce dernier fait voter un règlement alignant les heures d'ouverture des bars de Hull sur celles d'Ottawa. Il va toujours y avoir des luttes pour diminuer les débits de boissons, des pressions sur le conseil municipal, mais pression aussi des propriétaires de débits de boissons pour ne pas faire fermer leurs buvettes. En effet, l'afflux des Ontariens fait tomber sur le centre-ville une manne à laquelle il est bien difficile de renoncer, et il devient évident que tous les moyens sont bons, même la corruption, afin de contourner les lois restrictives mises en place par la ville. Bientôt, ce sont des quotidiens tels Le Spectateur et Le Droit qui lancent des accusations à l'endroit du chef de police de la ville et de certains membres du conseil municipal que l'on accuse d'avoir accepté des pots de vin afin de protéger des endroits louches. Une enquête publique viendra leur donner raison. À l'aube de la Première Guerre mondiale, les forces prohibitionnistes hulloises pensent pouvoir chanter victoire. Mais malheureusement pour elles, des événements extérieurs à la ville de Hull vont bientôt rendre le combat inégal. En effet, l'Ontario vote en 1916 le Temperance Act, qui donne lieu, entre autres, à la fermeture immédiate de tout bar ou débit d'alcool. Hull est alors littéralement assiégée. De 642 qu'elles étaient en 1912, les arrestations passent à 1848 en 1916, dont 1448, soit 78%, pour ivresse et désordre. Cette situation, qui apparaît hors de contrôle, donnera l'élan qu'il fallait aux forces prohibitionnistes pour donner un grand coup, soit l'instauration pure et simple de la prohibition à Hull.
Le conseil municipal d'alors accepte en effet de tenir, au printemps de 1917, un référendum sur l'interdiction du commerce d'alcool sur son territoire. La prohibition entre en vigueur à Hall le 1er mai 1918. Selon la police, cette mesure s'avère fructueuse puisque les arrestations pour ivresse passent de 147 par mois à un maigre 19. Cependant, le remède apparaît à plusieurs pire que le mal. On se rend vite compte que la prohibition a favorisé l'apparition d'un important marché noir d'alcool frelaté, plus dangereux encore que celui qui était en vente légale auparavant. Un autre référendum tenu un an plus tard, en 1919, va abolir la prohibition aux grandes dames des Oblats. Évidemment, comme la prohibition va tenir en Ontario, eh bien, les gens vont traverser la rivière pour venir prendre un coup. Ce ne sera qu'en 1934 que l'Ontario permettra la vente de bière et de vin dans les hôtels et il faudra attendre en 1946 pour que l'alcool soit de nouveau en vente libre dans les autres débits. Pour Ottawa, le respectable, l'honneur est sauf. Mais pour Hall, les années 20-30 seront particulièrement chaudes et lui vaudront bientôt le surnom de Petit Chicago.
Loi prohibitive à Ottawa, défaite des prohibitionnistes à Hull, la table était donc mise pour faire de la petite ville la capitale des plaisirs nocturnes. Parce que Hull, déjà dans les années 30, a une réputation là, un peu partout au Québec et en Ontario, comme Montréal d'ailleurs. Hein. C'est vraiment le pendant de Montréal, mais en plus petit. Et évidemment, son marché, c'est le marché ontarien. Et pourquoi le petit Chicago? Bien, parce que les autorités ulloises marchent de pair avec le crime organisé. Pacifique Plante ne se gêne pas pour dire que Louis Cousineau, qui était maire de Hull, a été celui qui a le plus travaillé à la construction du petit Chicago. Et beaucoup de ces gens-là tournent tous alentour du jeu. Donc, soit du jeu de la barbotte, ou soit encore des courses, parce que les preneurs au livre, il y en a un peu partout à Hull. Donc, on a une espèce de reflet de Chicago, tout en étant une ville beaucoup moins dure que Chicago, puisqu'il y a très peu de meurtres à Hull. On constate en effet que près de 90% des arrestations qui y sont effectuées le sont pour ivresse et désordre, et pour fréquentation de maisons de jeu, de prostitution et de désordre. Par exemple, en 1936, on dénombre à Hull 170 délits par 1000 habitants, soit 5 fois plus qu'à Trois-Rivières, une ville ouvrière de taille comparable. Ces statistiques confèrent à Hull le douteux titre de capitale provinciale, voire même nationale du crime. Et qui va étendre cette réputation-là de Hull? Bien, ce sont les journalistes de la presse parlementaire, les journalistes de Toronto de la presse parlementaire, qui sans doute, sans le crier sous les toits, fréquentent ces maisons de jeu-là puis ces bordels-là. Durant les années 20-30, Hull est pratiquement une ville ouverte. Il y a de l'argent à faire et les activités nocturnes se structurent et se multiplient. Le monde venait de partout, ça venait des États-Unis, à Ottawa, ça venait de partout. Puis ça se fait vite, c'est une réputation où il y a des femmes de vie, je veux dire, des femmes aux mœurs légères. Bonne partie des prostituées aussi viennent d'Ottawa. C'est le terrain de jeu ailleurs, et ailleurs, tout est permis. Bien sûr, le clergé et une partie de la population ulloise s'insurgent contre un tel état de fait. On s'en prend à plusieurs reprises aux édiles municipaux, que l'on accuse de corruption et de protection, et qui répliquent toujours en protestant de leur innocence. On s'en prend aussi au corps policier. Comment, en effet, expliquer que l'on arrête constamment des personnes pour avoir fréquenté des maisons de paris illégaux et de prostitution, sans pour cela que les propriétaires en soient inquiétés? La contestation culmine au début des années 40. 3 arguments particuliers sont mis de l'avant par le clergé et les forces moralisatrices afin que cessent les bacchanales nocturnes à Hull. Tout d'abord, on s'inquiète des dangers moraux qui guettent les habitants de la ville, sa jeunesse en particulier. On se plaint ensuite de la réputation peu enviable que l'on fait à la ville et à ses habitants. Certains proposent même d'en changer le nom. Et enfin, suite à la grande crise économique qui a durement touché la communauté, on craint que cette mauvaise image n'effraie les investisseurs potentiels. Un regroupement de citoyens s'emploie à faire circuler une pétition demandant aux autorités municipales et même provinciales d'intervenir dans les plus brefs délais afin de rétablir l'ordre dans la ville. Appuyée par le clergé et l'éditorialiste du droit, l'association de citoyens arrive à faire signer la pétition à 17 000 adultes, ce qui correspond au nombre absolu d'électeurs sur le territoire de Hull. Porté par cette vague de fonds, Raymond Brunet est élu à la mairie de Hull avec le mandat de faire le ménage. Il ne tarde pas d'ailleurs à mettre de l'avant une enquête publique sur la corruption à Hull, comme il l'avait promis durant sa campagne électorale. On allait enfin savoir si certaines des rumeurs qui circulaient à propos d'une possible collusion entre la pègre, les forces policières et certains élus municipaux avaient quelques fondements. Jusqu'aux années 70, s'élevait juste ici l'ancien hôtel de ville de Hull. Ces murs partis en fumée furent témoins, durant les années 30, de jeux de coulisses plutôt louches entre tenanciers de lieux de plaisir illicites et certains élus municipaux parmi les plus influents. Le rapport d'enquête du juge Fabre Surveyor, déposé le 6 août 1943, est accablant.
Il rend coupable le maire Alphonse Moussette et les échevins Émile Dompierre et Achille Morin, tous 3 membres de la commission de police de la ville de Hull, d'avoir, d'une part, protégé des maisons de jeu et de prostitution, et d'autre part, d'avoir entravé le travail des policiers. Fait à noter, les 3 ne sont condamnés qu'à défrayer les coûts du procès parce que, selon le juge, les intimés n'ont fait qu'appliquer un système répréhensible mais ancien. Mais qu'est-ce qu'on leur reprochait exactement? Tout d'abord, on leur reproche d'avoir protégé des maisons louches. On effectuait bel et bien des descentes dans les tripots de tous ordres, mais sans les fermer ou en inquiéter les tenanciers. Et chose assez étonnante, très peu de maisons de jeu, même avec la police provinciale, ont été fermées. Mais quand arrive le maire Moussette en place, lui va demander à la police provinciale de se retirer du contrôle, on pourrait dire, du contrôle mondain. Lorsque la police provinciale effectuait des arrestations, les accusés étaient cités à procès. Lorsque la police municipale, elle, effectuait une arrestation, le client devait payer une amende, sorte de taxe sur le vice, qui allait directement dans les coffres de la ville. C'est cependant au niveau de l'entrave au travail des policiers que l'accusation révèle à quel point le conseil municipal d'alors collaborait avec le monde interlocutoire. C'est en effet le comité de police, présidé par le maire Moussette, qui dictait au chef de police les endroits et les heures où celui-ci était habilité à effectuer des descentes. Le système mis en place était que la police appelait les maisons de jeu, les bordels, avant d'aller faire le raid, de sorte que quand on arrivait sur place, il n'y avait rien à saisir, personne à arrêter. Lors de l'enquête, on apprend par exemple qu'à la suite d'une descente dans des maisons de jeu illégales, le chef de police Marangère, alors qu'il soupe chez lui, reçoit la visite de Joseph Barnabé, propriétaire de nombreux bars, dont le fameux Café Frontenac, une maison de Paris, principal foyer du vice à Hull, selon le juge enquêteur. Barnabé reproche alors au chef de police d'avoir effectué ces descentes sans l'aval du maire. Le chef est rabroué par Alphonse Moussette dès le lendemain matin et mis à la porte peu après. Sans imaginer le pouvoir que les gens, les propriétaires de buvettes, de maisons de jeu, avaient au conseil municipal. En 1937, la ville de Hull embauche un nouveau chef de police, Adrien Robert. Les conditions d'engagement du chef de police sont discutées lors d'une rencontre tenue entre Adrien Robert, le maire Moussette et Joseph Barnabé. Malgré son zèle, cet incorruptible qu'est le chef Robert verra ses efforts contrecarrés à plusieurs reprises par des membres du conseil. Alphonse Moussette n'est pas celui qui a commencé à mettre en place le vice commercialisé. Il a juste continué, il a juste poussé plus loin. La campagne d'épuration des mœurs dans le centre-ville de Hull eut cependant les effets escomptés, et ce, dès l'élection du maire Brunet. Donc, on va fermer là, rapidement tout ce qui est bordel, tout ce qui est maison de jeu, tout ce qu'on appelait balle à l'huile. Et là, la ville va devenir tout à coup une ville quasiment plate. Et Alphonse Moussette, dans tout ça, eh bien, la population va oublier bien rapidement ce qui lui était reproché hier, puisqu'il est réélu en 1949 et va demeurer maire jusqu'à son décès en 1951. Et ça, c'est fascinant de voir combien la population ne retient pas les leçons du passé. Dans les années qui suivent, les choses semblent se calmer sur le territoire hullois en matière d'activité criminelle, du moins en apparence, ce qui ne veut pas dire que le nightlife en soit disparu, bien au contraire. Dans les années 50, effectivement, avec tous les changements, le contrôle de la police, du conseil municipal honnête, le type de club va énormément changer. Mais durant ces années-là, il y avait beaucoup de clubs et de spectacles un peu partout. Donc, il y avait le Stand de Charles, il y avait le Club Chaudière, il y avait le Club Gatineau. Certaines de ces salles-là vont être dans le circuit du jazz américain avec Montréal, avec Toronto. Le Standish était situé ici, tout au bout de la rue Montcalm, à l'endroit même où on retrouve aujourd'hui un hôtel et les terrasses de la Chaudière qui accueillent quotidiennement plusieurs milliers de fonctionnaires fédéraux. Faut pas oublier, Standish Hall, c'est la plus grande salle de danse au Canada à l'époque. Elle se situe dans une ville de 30 000 habitants.
En effet, bien que la vente d'alcool se soit libéralisée en Ontario à partir de 1946, les heures d'ouverture des débits de boissons varient entre les deux provinces à l'avantage de la rive québécoise. Et là, encore une fois, les gens qui vont danser au Standish Hall, c'est en très grande majorité les Ontariens et peu de Hullois. Son propriétaire, le millionnaire gatinois J.P. Maloney, va faire du Standish Hall l'une des salles de danse et de spectacle les plus réputées de l'Est du Canada. C'était très bien décoré, c'était vraiment bien. C'était des prix très raisonnables, puis l'entertainment, c'était first class, c'était tout parfait. T'sais. Dans ce temps-là, c'était 8 000 $, comme ça, tu peux venir ici, mais c'était payé, c'était bien payé pour ce temps-là. C'était tous des orchestres américaines quasiment, hein? Duke Ellington. Louis Armstrong, que j'ai vu 2 fois, moi. J'étais assez proche de lui, là, que quand il jouait les ombres, des fois, la salive, ça revolait un peu, ça revolait sur moi. J.P. Maloney fait également l'acquisition au cours des ans d'un petit hôtel luxueux abritant déjà un restaurant réputé, le Chez Henri. Situé devant le palais de justice où magistrats et avocats s'y réunissent souvent pour prendre un verre, le Chez Henri a lui aussi une histoire fort originale. Il y a beaucoup de clients qui nous disaient, comprends-tu, que c'est à l'hôtel que les causes se réglaient, tu sais. Mais ça, c'est pas vrai. Non, les avocats arrivaient toujours le matin dans la salle à manger, comprends-tu, puis il y avait la grande table que je réservais pour eux. Et puis je servais toujours une bouteille de cognac au prix coûtant, par exemple, tu sais. Puis ils laissaient ce qu'ils voulaient pour le café, tu sais. Et souvent, ils ne laissaient pas grand-chose, mais ça me faisait rien parce qu'ils venaient tous manger le midi, puis tout ça, tu sais. Lieu de rencontre des juges et des avocats, mais aussi de prostituées et de travestis durant de nombreuses années, le Chez Henri a été transformé en bar et en discothèque au cours des années 1980. Parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose, cet hôtel-là. Puis c'est certain que tous ceux aussi qui ont travaillé dedans dans longtemps, tout ça, là, ça leur ferait de la peine de voir l'hôtel s'en aller comme ça, tu sais. C'est dans cet état déplorable que l'on retrouve aujourd'hui cet édifice patrimonial qui attend depuis 1996 une nouvelle vocation.
Ce sont encore une fois des événements qui échappent en bonne partie au contrôle des Hullois, qui vont influencer la vie nocturne de ce côté-ci de la rivière à partir du milieu des années 70. La volonté du gouvernement fédéral d'augmenter la présence de sa fonction publique sur la rive québécoise occasionne un bouleversement majeur du centre-ville de Hull, qui se trouve transformé en vaste chantier de construction, réduisant considérablement l'achalandage du centre-ville. Ce qu'on a appelé, là, je trouve, moi, cyniquement, la rénovation urbaine, c'est-à-dire l'arrivée des fonctionnaires par milliers, donc la construction d'édifices fédéraux, de voies d'accès, de boulevards, de ponts, etc., ça a entraîné aussi beaucoup de spéculation foncière. Mais en même temps, on a complètement tué les tissus sociaux. Les bâtisses du gouvernement, quand même, ils payent leurs taxes. Et puis, fait que c'était des gros revenus pour la ville. Même Gilles Rochelot, qui a été maire de la ville dans les années 70, va dire, un an avant sa mort, « On a fait mal à un paquet de petits mondes ». Pendant que l'ex-petite ville ouvrière voit son centre-ville littéralement charcuté et que sont expropriés des milliers de ses habitants, ce sont bientôt près de 30 000 fonctionnaires qui, tous les jours, envahissent ce lieu devenu méconnaissable. Alors, ironie du sort, ces emplois-là qui devaient enrichir nos marchands, on va complètement les faire disparaître parce que les fonctionnaires n'iront pas acheter chez les marchands de Hull et les Hullois, se sentant plus chez eux, promenade du Portage, n'iront plus fréquenter les marchands de promenade du Portage. Et en même temps, il y avait l'avènement des centres commerciaux. Alors, la clientèle s'est déplacée et la rue principale a commencé à se vider de ces bons éléments, de ces bons commerces. Comme l'inauguration du pont Cartier-Macdonald et la construction de l'autoroute 5 donnent maintenant aux Ontariens un accès direct au secteur du boulevard Saint-Joseph, c'est vers cet endroit que va se relocaliser le pôle d'attractions festives. Les Ontariens ont toujours leurs heures où on ferme les clubs à 1 heure alors qu'ici on les ferme à 3 heures. Et ça amène des Ontariens un peu partout dans la ville et la police a de la difficulté à trouver des solutions à contrôler ces clubs-là. On croit bon, alors, question de mieux contrôler les possibles débordements, de concentrer les débits de boissons dans un secteur très restreint du centre-ville. Une fois la rénovation du centre-ville complétée, au début des années 80, le conseil municipal va s'employer à y ramener une certaine activité commerciale. Le conseil décide d'y favoriser, par des règlements incitatifs, le développement de restaurants, de bars et de discothèques. Et c'est ce que le conseil municipal a fait. Et ça a été une terrible erreur. Dans l'espace de quelques temps, la première chose qu'on a su, il y en avait 54 d'ouverts. Toutes les bâtisses, il y avait un bar à peu près, là, quelque chose de semblable. Fait qu'on s'est aperçu que c'était pas la meilleure des solutions. Donc, les gens, il y avait juste le pont à traverser. Ils traversaient soit avec la voiture, mais il y en a qui traversaient à pied, en vélo, en taxi, en autobus. Donc, c'était tout près d'Ottawa pour arriver et tout près d'Ottawa pour retourner. Une bonne partie de ces gens-là arrivaient après 11 heures. Ils arrivaient déjà après avoir pris plusieurs verres de leur côté de la rivière. Rappelons-nous aussi que les jeunes d'Ontario ne pouvaient pas consommer en bas de 19 ans, donc ces jeunes-là se retrouvaient ici. Certains tenanciers, pour tirer leur épingle du jeu, prenaient des techniques, des façons de séduire une clientèle très jeune, donc d'attirer par des prix très, très bas des jeunes qui exploraient dans le monde de l'alcool, et on sait ce que c'est, tout le monde a essayé ça. Et malheureusement, le laboratoire, c'était la promenade du Portage. Hello. Welcome to Hull. Et je peux vous dire qu'il y avait des soirs dans la rue du Promenade du Portage où on retrouvait sur une distance de moins d'1 kilomètre 5, 6, 7 000 personnes. C'était mur à mur du monde, mur à mur. Oui, en ce temps-là. Il y avait des bars partout sur la principale ici. Là. Ça roulait. Il y avait du monde en masse, puis le gros party à Hull. C'est avec une certaine stupéfaction que la population apprend bientôt que la Banque fédérale de développement subventionne, dit-on, à coût de centaines de milliers de dollars, les clubs érotiques de l'Outaouais, dont le fameux club Lido, et où, dit-on, on retrouve une clientèle fidèle de hauts fonctionnaires et diplomates de la rive voisine. La Banque fédérale a financé un édifice, point, c'est tout. C'est des journalistes qui ont mis ça dans la tête au monde. Oui, ils ont financé des bars de danse. C'était pas ça du tout. Parce que l'édifice pouvait mettre les bars de danseuses dehors n'importe quel temps.
28 bars, des milliers de noctambules, une clientèle aux 3/4 ontarienne, c'est bientôt la foire dont les conséquences sont immédiates sur les taux de criminalité ulois. Définitivement que le taux de criminalité était le plus élevé au Canada. On était à environ à 150 crimes par 1000 de population, alors que la moyenne provinciale pouvait être de l'ordre de 50 à 60. C'est une ville relativement calme, mais qui devenait la nuit un monstre. Les gens descendaient ivres dans la ville, lançaient leurs bouteilles de bière sur les maisons. Évidemment, ça amenait une certaine prostitution qui se faisait dans les fonds de cour, des fois sur la galerie des gens. On urinait, on déféquait un peu partout la nuit. Alors, ça créait d'énormes problèmes là, sur la ville. Ajoutez à ça qu'une bonne partie des clubs de nuit étaient aussi des bars à drogue. Il y avait tout un commerce de drogue sur le plan du Portage. On faisait n'importe quoi, évidemment. C'était un no man's land. C'était un endroit où la paix et l'ordre ne régnaient pas, où une habitude s'était créée, où les gens pensaient qu'ils pouvaient venir et faire les 400 coups. D'abord, la circulation automobile, on peut penser que c'est anodin, mais quand on a des gens qui circulent sous l'effet de la drogue ou de l'alcool à des hautes vitesses sur la rue du Portage, la rue principale à ce moment-là, ou la rue Aidée, quand c'est bourré de gens, les gens traversaient partout. Fait que là, ils se garochaient direct devant toi dans la rue, là. Impossible, tu sais. Tu voulais pas les rembarquer, puis ils se plantaient direct devant toi. Fait que t'arrêtais, puis tu les embarquais. Puis si ils refusaient d'embarquer d'autres clients, mais là, c'était des coups de pied sur le char. Ils te lançaient des bouteilles de bière. C'était de même, là, toutes les fins de semaine. Il y avait aussi des accrochages, des accidents, des altercations entre les taxis d'Ottawa et les taxis de Hull, parce que la loi provinciale interdit un petit peu de venir ramasser des gens. Ça a toujours existé. Mais dans ce temps-là, c'était pire. À 3 heures du matin, là, on va vous dire, puis ils n'étaient pas gênés, hein? Ils passaient direct devant toi, puis ils remontaient. Ah oui. Dans le fond, ils faisaient une faveur parce qu'ils vidaient la rue du Portage. Parce que c'était pas drôle. Moi, je travaillais jusqu'à 6 heures le matin, puis à 6 heures du matin, il y avait encore du monde en ligne. C'était le festival de la boisson, c'était le festival de la drogue, c'était le festival des rencontres nocturnes et la violence qui s'y rattachait. Il y avait toujours de la violence et beaucoup de violence. Allô, c'est Steph, envoyé du monde en arrière de Track Bar, là. Il y en a un qui va se faire battre, là, ça prend ici. Définitivement, avec 10 000 personnes, avec des Français et des Anglais, c'est le poil leur voler des fois. Il y a eu des bagarres. Définitivement, il y a eu des bagarres. La boisson aidant, donc les gens sortent de là un peu éméchés, ça se bouscule et ça dégénère en bataille, en voie de fait, en assaut et en tentative de meurtre et tout ce que ça peut comporter comme vie nocturne. Mais on avait le samedi soir 11-12 policiers, alors qu'on avait 2 auparavant, juste pour maintenir là, une certaine paix sur le promenade du Portage. Et encore, on n'y parvenait pas. Donc, c'était arrivé il y a quelques occasions où on a sollicité de l'aide, et même des gens d'Ottawa qui ont traversé le coin pour venir nous aider. Ça débordait. C'était hors contrôle. C'était bien désagréable, réellement. Il fallait que ça arrête, ça. Et c'était long, c'était difficile, parce que tout le conseil n'était pas nécessairement d'accord avec l'intervention. Il y a des gens qui trouvaient ça intéressant de voir autant de monde sur Promenade du Portage le soir. Hein? Il y avait tout le côté festif. Mais évidemment, ces gens-là qui trouvaient ça intéressant ne vivaient pas aux abords de Promenade du Portage. S'ils y avaient vécu, ils auraient trouvé ça moins drôle. Toutefois, un shérif particulier, un incorruptible, va se donner une mission, celle de ramener la paix et la tranquillité dans le centre-ville de Hull.
Malgré des mesures de sécurité accrues, les débordements nocturnes se multiplient sur la promenade du Portage et dans son environnement immédiat. Des incidents graves et dégradants pour l'image de la ville de Hull sont monnaie courante. Ce qui m'a amené à prendre en main particulièrement le dossier de la promenade du Portage, c'était peut-être un mélange de colère et de fierté. Colère qui était ressentie par, je pense, tous les citoyens de Hull, puis je dirais même tous les citoyens de l'Outaouais. Le nom de Hull, le nom de l'Outaouais était sali au niveau régional, au niveau national, international, souvent. Il n'y a jamais une journée où je n'ai pas été en maudit à chaque fois qu'il se passait le moindre incident. À la demande du conseil municipal, un premier groupe de travail, le comité Tassé, est mis sur pied en 1985 pour se pencher sur la question. Dans le rapport qu'il dépose en 1986, le comité, plutôt conciliant avec les tenanciers, propose 17 recommandations destinées à contenir les débordements. Et pour nous, les instruments que la Ville possède sont adéquats pour améliorer la situation. Ce n'est cependant pas suffisant pour le conseiller du quartier Verchères, Claude Bonhomme, qui dépose la même année son propre rapport sur les causes de la criminalité à Hull. Mais dans mon rapport, je me suis intéressé particulièrement à la problématique des bars. Et je me suis aperçu que 20 % de la criminalité provenait d'un petit quadrilatère alentour de la promenade du Portage où vivait 1 % de la population. Il y avait deux pôles problématiques sur la promenade du Portage ou dans les alentours, là. Il y avait les environs de la rue Le-Duc, coin Le-Duc, promenade du Portage, qui était le pire. Ça, il y avait un bar à problème qui s'appelait le Thunderdome. De l'autre côté, on avait un autre bar qui était le Chalimard. Et là, on avait le célèbre In Extremis. L'autre pôle, c'était la place Aubry. Parce que quand je suis arrivé, il y avait une vingtaine de bars. Il fallait la briser, cette concentration-là. Monsieur Claude Bonhomme, que tout le monde appelait Capitaine Bonhomme à cette époque-là, a voulu être plus catholique que le pape, puis il a dit, moi, m'a lavé la rue principale. La promenade m'a lavé. Commençait une croisade contre tous les bars. Il y avait du courage de prendre ce dossier-là, qui était un dossier très difficile, là. Je veux dire, il n'y avait pas la bénédiction de tout le monde là-dedans, puis et certainement pas des gars de bar. M. Bonhomme était tout de même un conseiller très respecté de la population et de ses consoeurs du conseil. Donc, c'est une personne très intègre. Même les gens lui donnaient le surnom de lieutenant. Alors, je dois dire que j'ai eu une excellente collaboration et des élus et de la police. À cette époque-là, le chef de police, c'était M. Laurent Audy, malheureusement décédé aujourd'hui. Et je me souviendrai toujours, et il disait qu'il voulait l'entendre, que quand lui était allé les premières fois sur la promenade du Portage, il disait qu'il n'avait jamais vu ça, même sur n'importe quelle artère à Montréal, boulevard Saint-Laurent, ça n'avait aucun bon sens. Au début, quand j'ai pris le dossier, j'ai commencé tout de suite à aller sur la promenade du Portage pour savoir justement ce qui se passait. Malgré des mesures de sécurité accrues, les débordements nocturnes se multiplient partout sur la promenade du Portage et dans sa périphérie immédiate. Des incidents graves et dégradants pour l'image de la ville sont monnaie courante. On se retrouvait avec le phénomène des caméras de nuit, c'est-à-dire la télévision était présente, il y avait des pigistes qui prenaient des photos, des clips, donc on se retrouvait dans les masses médias presque tous les jours de la semaine. Que ce soit le cas du chien ou le gars de la skateboard ou de la planche à roulettes et d'autres événements aussi où on voit les policiers intervenir avec muscles. Maintenant, ils montrent pas nécessairement ce que les policiers avaient à vivre avant. La première étape pour régler un problème, c'est d'en prendre conscience. Alors, dans ce sens-là, les médias ont été très utiles.
Alors, les médias étaient les yeux et les oreilles de la population, rapportaient la réalité. Il a tourné la population contre la promenade du portage et les bars. Complètement, avec les journalistes. En 1991, exaspérés par une situation qui ne semble pas vouloir se résorber, les élus municipaux se servent de tous les pouvoirs que leur confère la loi québécoise en matière d'ordre public pour mettre sur pied le programme de tolérance zéro. Il y avait déjà une patrouille de nuit qui existait. 10 policiers et un sergent, pas toujours en fonction ensemble, mais il y avait toujours au moins 4-5 policiers. Alors, en 91, quand le comité a été créé, j'ai dit, écoutez, il y en a des règlements. Il faut que ça soit appliqué à la lettre, là. Pas de complaisance, pas de passe-droit. Quelqu'un jette un papier à terre, il y a une contravention. Quelqu'un crie sur la rue, il y a un règlement qui existe pour ça. Les gens s'agglutinent, il faut que ça circule. On a quadruplé le prix des amendes pour les porter de 50 $ à 200 $. Et j'en passe, on a installé des caméras de surveillance. On a aussi installé des barrières.
pour barrer complètement la promenade du Portage entre la rue Laval et la rue Aidé. Dans la minute, il y avait un petit attroupement à l'extérieur d'un bar. La police arrivait en courant, puis dispersait tout. Le monde n'avait même plus le droit de se parler. 2-3 personnes à la porte d'un bar. La police arrivait là, bien proche avec des matraques. Tolérance zéro égale souvent ambiance zéro. Et sans discernement, les forces policières agissaient. Et naturellement, on a eu une baisse évidente d'achalandage de notre clientèle. C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient diminuer la clientèle parce que légalement, ils ne pouvaient pas les fermer, les bars. C'est des droits. On avait tous des permis d'opération. On avait des licences, des permis de la province, en débit de boisson. Ils ne pouvaient pas nous fermer, mais plus ils nous enlevaient de la clientèle, plus ils enfermaient. Les tenanciers voient les taux des administrations locales et provinciales se resserrer lentement sur eux. Donc, les débits de boissons vont commencer à avoir des visites de façon régulière par nos policiers. Par voie judiciaire, on a poursuivi les bars pour suspension ou révocation de permis. On en a obtenu en cours de route. Donc, il restait quelques bars qui attiraient encore de la clientèle, mais les policiers de tolérance zéro et les policiers réguliers pouvaient vraiment se concentrer sur les 4-5 bars qui restaient problématiques et non pas d'en avoir 25 et courir partout des nuits de temps pendant des années. Ironiquement, ce sont des mesures législatives en provenance de l'autre côté de la rivière qui marquent le début de la fin pour la strip. En effet, en 1996, l'Ontario repousse les heures de fermeture de ses bars à 2 heures du matin. À partir de ce moment-là, avec M. Audy, M. Bonhomme, appui du Conseil, on a commencé à regarder les changements de réglementation au niveau de la province pour changer nos heures de fermeture, qui était vraiment, à mon avis, le problème majeur. Finalement, on a obtenu le pouvoir de légiférer nos heures de fermeture. Le gouvernement du Québec a vraiment compris que la ville de Hull aussi avait une situation particulière. Gatineau était ouvert jusqu'à 3 heures et Elmer était ouvert jusqu'à 3 heures. Fait que ça l'a bien affecté beaucoup de tenanciers. Puis là, on s'est dit que ça valait plus la peine. Puis, pour bien s'assurer que le tout est bel et bien terminé, le conseiller Bonhomme, agissant secrètement pour la ville, dépose une offre d'achat pour 2 établissements à problème du secteur, le Chalimard et l'Ozone. Une stratégie qui suscitera bien des interrogations. Monsieur Bonhomme, me garantissez-vous que vous ne tirez aucun profit de cette transaction-là? Je vais personnellement engager, risquer 60 000 65 000 de ma poche pour ça, pour mettre un dépôt. Parce que la Ville ne pouvait pas le faire par résolution. Parce que si on faisait ça par résolution, bien, c'était connu. On a acquis du Chalimard, mais dans le cas de l'Ozone, ça n'a pas fonctionné. De toute façon, ça a fait un job. Ça a mis un point final à la problématique des bars à la Ville de Hull. Et en bout de ligne, en 1999, quand on a fait l'analyse, la criminalité avait été coupée de 80 % de ce qu'elle était en 1991. Mais ça a pris ces ingrédients-là, après 100 ans d'histoire, pour pouvoir, je dirais, reprendre mainmise sur notre ville et sur notre image. On a enlevé la pire épine au pied de l'Outaouais. La paix semble être revenue dans le nouveau centre-ville de Hull, ou de Gatineau, devrions-nous dire, depuis la fusion municipale de 2001. Avec l'harmonisation des heures de fermeture des débits de boissons, une grande partie de l'activité nocturne s'est désormais transportée à Ottawa. Il y aurait 5 bars dans Hull, comparé à 63 bars dans le temps en avant. C'est calme, j'aime autant pas venir travailler dans le Vieux-Hull. Ce que c'est que l'action, là, hein? C'est au casino. Casino. Entre-temps, le souvenir du passé subsiste un peu. On retrouve même au cœur de l'ancien centre-ville de Hull une boîte qui porte le nom, je vous le donne en mille, de Petit Chicago. Du passé sulfureux de la petite ville de l'ouest du Québec, quelqu'un a même tiré une chanson, histoire de ne pas oublier. Même si on ne voulait pas attirer l'attention, quelques bagarres avaient donné l'occasion à des paroissiens de lancer des pétitions, à la police de faire des perquisitions. Une enquête mena à des accusations et elle conduisit à quelques condamnations.
consommation. Wow, wow, c'était l'époque des années frivoles où l'on parcourait sans danger la vie illicite du petit Chicago dehors. Aujourd'hui, aux petites heures, on traverse le pont pour pouvoir s'offrir d'autres consommations. On croyait pourtant avoir réglé la question, mais le coin a toujours mauvaise réputation. La promenade du portage nous donne l'impression du retour chez nous de cette vie d'effraction. Wow, wow, c'était l'époque des années frivoles où l'on parcourait sans danger la vie illicite du petit Chicago dehors. Du petit Chicago dehors. Merci.